à tous, très heureuse de vous retrouver pour la seconde partie de la rétrospective 2020, spéciale élection présidentielle dans la sous-région. Et pour cette suite, je suis toujours en compagnie du docteur Lil Nikes-Nelbin. Bonjour et Bonjour bienvenue. Fatim. Du politologue Dr William Aglonon. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim. Et de mon cher confrère Thomas Guessambi. Bonjour Thomas. Bonjour, bonne année Fatim. Meilleurs vœux à vous, messieurs, et aux téléspectateurs, bien évidemment. Alors, semaine dernière, nous avons parlé de l'organisation de ces élections pendant l'année 2020. Nous avons aussi évoqué le rôle des pouvoirs en place. Et maintenant, on va s'intéresser à l'opposition dans ces différents pays. Et on va commencer justement sur la campagne préélectorale, on va dire en tout cas l'ambiance qui prédominait avant ces élections. Plusieurs candidats de l'opposition ont vu leur candidature invalidée pour les élections présidentielles de leur pays. Était-ce, selon vous, messieurs, toujours justifié ou était-ce, on va dire, des sanctions politiques? Thomas Guessambi. Merci Fatim. J'aime bien souvent parler avec des images mentales, des métaphores, des comparaisons. La scène politique est exactement comme la jungle, où il y a le réalisme, chacun cherche à dominer, mais il peut aussi y avoir le libéralisme, la garantie, la protection des libertés, et il peut y avoir aussi d'autres cas de figure. Ici, nous avons sans doute des acteurs du pouvoir qui n'ont pas d'autre option, qui ne prévoient pas d'autre option que la conservation du pouvoir. Et nous avons en face d'eux des conquérants qui veulent ce pouvoir-là. Donc, tout y passe. Et c'est là que ce que nous avons dit la semaine dernière peut avoir droit de citer encore. Il faut des règles et il faut respecter des règles. Est-ce que le candidat X a tous ses droits pour aller aux élections? Est-ce que on devrait le laisser aller jusqu'au bout sans que les organes, et là, sans doute que mes contradicteurs auront raison, les organes qui sont chargés d'organiser ces élections-là, est-ce que ces organes sont restés par moments impartiaux au point de dire le droit, au point de laisser la légitimité, comme le diraient les autres, s'exprimer? Bien souvent, sans que je ne sois équilibriste, il y a certaines candidatures qui ont été rejetées, mais qui n'étaient pas du fait du droit, pour moi. Docteur Lil. Je pense qu'à sa suite, je suis tout à fait d'accord avec lui, parce qu'il faut distinguer entre, quand quelqu'un veut être candidat, qu'est-ce qu'il faut qu'il présente? Dès qu'il a présenté ces éléments, ça devient des éléments de légalité. Et il faut aussi que l'opposition en Afrique se prenne au sérieux. Parce qu'il y a des gens qui, à part leurs femmes, n'ont pas d'autres militants. Et pourtant, il suffit que, pour de rien, pour qu'ils se disent opposants, et tout ce qui leur arrive, ils le mettent sur le compte de l'opposition. Oui, je pense que le débat est un peu plus compliqué parce que, à mon avis, il y a deux dimensions. On peut avoir des rejets de candidature qui relèvent purement du droit parce qu'il y a des conditions qui sont préalablement fixées dans les tests qui encadrent l'organisation de ces élections et que certains ne respectent pas nécessairement. Ils savent très bien qu'ils ne le respectent pas, mais ils vont chercher à créer l'incident. Et puis, il y a des cas de rejet qui peuvent relever de la politique, c'est-à-dire le pouvoir en place ou les institutions en place peuvent essayer de manipuler un peu les tests, peuvent essayer de jouer avec les tests et écarter certaines candidatures qui seraient perçues peut-être comme des menaces pour leurs candidats ou des candidats qui sont soutenus. Donc, je pense que les deux cas de figure existent sans qu'il ne soit vraiment aisé de dire réellement dans quel cadre il faut mettre ceci ou cela. Et je pense que le nombre de rejets n'est pas nécessairement une pathologie en soi, parce que la majorité ne fait pas nécessairement la vérité. Ce qui est dommageable peut-être, c'est que les institutions qui décident de ces rejets de candidature, je pense, doivent se donner beaucoup plus d'obligations de donner des éléments d'explication. Parce que c'est ça qui crée ou qui justifie la légitimité de leur acte. C'est facile de dire on a rejeté une candidature, mais il faut pouvoir vraiment l'argumenter pour que le peuple en soit quitte. Mais justement, l'opposition les accuse régulièrement de ces institutions d'être partisanes. Est-ce que ces accusations sont fondées? Franchement, si très tôt,
on nous dit les conditions d'éligibilité et on nous dit tous les documents à fournir pour pouvoir être éligible. Et qu'on est sûr, parce que moi j'ai été candidat, ce n'est pas la mer à boire. Hein. Fournir les candidats, les documents, ce sont les mêmes documents, les documents classiques que nous connaissons. L'acte de naissance, le certificat de nationalité, payer ses impôts correctement. Non, mais là, on parlait des documents, mais il y a d'autres conditions maintenant. Il faut des fois des signatures. Le Bénin qui aura ses élections l'année prochaine, ils ont mis en place des systèmes de signature, de validation. Donc, il y a toute cette comptabilité aussi. Là, je rejoins tout de suite mon ami politologue, parce qu'au fur et à mesure, les gens vont fabriquer des crocs en jambes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais sinon, si nous tous, comme on l'a dit la dernière fois, la légitimité appartient au peuple, la légalité, c'est la loi. Si on est tous prêts à aller devant la loi selon certaines règles, comme nous l'avons tous dit, je ne pense pas qu'on soit obligé de chaque fois inventer quelque chose pour que, en dernier ressort, certains soient rejetés. Alors, certains opposants se sont plaints d'avoir été empêchés, presque tous les opposants qu'on a rencontrés pendant les élections sur le terrain, ils disent avoir été empêchés de battre campagne correctement, dans de bonnes conditions, notamment par le pouvoir en place ou ses militants ou leurs militants. Messieurs, comment comprendre cette attitude des partis au pouvoir? Comment comprendre que finalement, quand on parle d'opposition en Afrique, on est toujours face à de la répression, de l'exil, de l'oppression, de l'emprisonnement? Est-ce que c'est digne des démocraties, d'une démocratie, d'avoir ce traitement de l'opposition? Alors, je pense que la cession au pouvoir restera toujours machiavélique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il ne saurait y avoir une volonté manifeste d'un camp de favoriser la cession au pouvoir à l'autre camp, puisque c'est là qu'on tous se battent pour accéder à une même ressource qui, malheureusement, est une ressource rare, donc c'est-à-dire la gestion des affaires publiques. Donc, je pense que il y a une dimension. Mais le problème chez nous, c'est que malheureusement, c'est un peu moins civilisé qu'ailleurs. Parce que la réalité est la même partout. Lorsque vous regardez le cas de M. François Fillon pour les élections présidentielles en France, regardez dans combien la justice a été mise à contribution, combien les médias ont été mis à contribution. Toutes les structures de l'État ont été mises à contribution pour l'écarter, mais de façon très civilisée. Bon, nous, on est un peu plus brut, on essaie de faire un peu plus, on fait les choses un peu plus brutalement, on va essayer de mettre quelqu'un en prison ou bien de l'écarter, mais simplement, c'est la politique. C'est vrai que d'un point de vue, ou du moins dans une vision idéaliste, on peut dire oui, mais c'est pas la démocratie, mais malheureusement, c'est quoi, l'abus de pouvoir? Partout, dès lors que vous avez une compétition pour le pouvoir, ceci suppose toujours les abus, ou parce que tous les moyens, malheureusement, sont bons pour y accéder. Moi, je dirais que ce qu'il dit, la base, je suis tout à fait d'accord avec, mais qui s'oppose à quoi? Ailleurs, c'est un peu plus civilisé parce que derrière les oppositions, les gens ont des projets de société. Donc, le peuple a l'impression qu'on défend quelque chose. Donc, quand vous écartez quelqu'un, ou bien quand vous êtes contre quelqu'un, le peuple a l'impression d'être lésé. Mais chez nous, opposition se résume à des individus. De telle sorte qu'à un moment donné, on ne peut plus trier le vrai de l'ivraie, même s'il dit qu'on ne peut pas s'écarter pour laisser la place à l'autre. Mais est-ce qu'il s'appuie suffisamment sur le peuple? Regardez toutes les élections que vous avez suivies, vous avez eu ce privilège-là. Est-ce que, comme le disait la dernière fois mon collègue politologue, est-ce qu'ils défendent le travail pour les jeunes? Est-ce qu'ils défendent les cultivateurs? Vous voyez ce que je veux dire? De telle sorte que, même si le pouvoir tente d'écarter l'opposition, mais si l'opposition est responsable, au sens où elle prend fait et cause pour les difficultés du peuple, est-ce qu'à un moment donné, la légitimité ne peut pas primer sur la légalité? Parce qu'au regard en Afrique, c'est vrai, on peut ne pas être d'accord, on a tendance à les écarter, mais souvent, c'est une affaire d'individus. On ne connaît que des noms. Mais qui ont des droits. En tant que telle. Mais des individus qui ont des droits. Ils ne sont peut-être pas à la hauteur à vous écouter sur le plan idéologique, mais ils ont des droits. Oui, mais ils en tant qu'individus, des personnalités politiques. Oui, mais c'est ce que Max Weber disait, ils utilisent le peuple comme paravent. C'est ce qui est dangereux. Si vous utilisez toute la jeunesse ivoirienne pour dire que vous avez dit que vous avez créé 1 million d'emplois, vous n'en avez pas créé 100 000, vous défendez une cause, vrai ou faux? Parce que vous travaillez, ce n'est pas vous-même que vous défendez. Mais si vous allez dire, moi, on m'a écarté, mais sans dire exactement ce que le peuple perd dans cette affaire, mais vous n'êtes qu'un marmailleur.
Pour moi, cette compétition s'apparente toujours comme au football. Et là où je ne suis pas d'accord avec Dr Blondon, c'est de dire que tous les moyens sont bons pour parvenir à ces fins. Et je pense que c'est face à ces velléités-là qu'on crée un cadre légal, des lois, des institutions pour encadrer. Sinon, on serait dans la jungle où le plus fort va toujours continuer. Donc, je dis que ça s'apparente au football comment. Il y a eu des années, des décennies en arrière, pour une compétition footballistique, l'équipe qui reçoit est obligée d'aller mouiller la pelouse, traiter durement l'équipe qui a reçu. Et je pense qu'avec le progrès des choses, les instances du football ont pu quand même réglementer un certain nombre de choses. Hier, les opposants n'avaient pas la chance d'aller en prison. C'était des massacres, c'était des tueries, c'était des disparitions. Bien que la situation ne soit pas réluisante, il y a eu un peu de progrès. Mais ici, nous sommes dans une compétition de stratégie contre stratégie. Il peut arriver qu'un opposant, sachant que le terrain, le sondage ne lui donne pas peut-être les faveurs d'une élection, puisse créer des conditions de son emprisonnement lui-même, en enfreignant certaines lois. Il peut aussi, sur la base des sondages, arriver que le pouvoir sache que ce candidat peut faire toute la différence. Donc, on mettra tout en œuvre pour lui trouver la barbe du diable ou la moustache du diable pour l'emprisonner. Toujours est-il qu'il faut qu'il y ait un minimum d'encadrement légal de ce genre de choses et qu'on puisse savoir que les jeux devraient être clairs. Je pense que c'est les maîtres mots que les Nations Unies aiment bien prononcer. Élections inclusives, transparentes et libres. Apaisées. Voilà. Restons sur le cas de jour de l'opposition. On a assisté à un autre phénomène. Autant les candidats issus des partis au pouvoir ont systématiquement tous gagné, à part le Niger où on attend l'issue du second tour. Mais dans l'opposition, c'est le contraire. Plusieurs candidats issus de l'opposition, souvent les opposants qu'on qualifie d'historiques, là aussi c'est une notion assez étrange, ils se sont tous autoproclamés vainqueurs des élections avant l'annonce officielle des résultats. Monsieur, essayons de comprendre un peu la stratégie des opposants. Parce que c'est un peu nouveau. Systématiquement, depuis le Togo, Agbeyeme Kodjo nous a dit qu'il a gagné. Tout de suite, il y a eu des militaires devant son domicile, interdiction de sortir, de s'exprimer, de parler à la presse. Et ça a été quasi systématique dans tous les pays. On l'a vu avec, comment il s'appelle, Cellou Dalein Diallo, en Guinée. En Côte d'Ivoire, bon, il y a la création du CNT, là encore avant les résultats. Voilà. Quelle est cette stratégie de l'opposition? Bien, moi j'avoue pour ma part que, comme l'a rappelé si bien Thomas tout à l'heure, tant qu'il n'y aura pas des sondages issus des populations avec des éléments qui nous rassurent sur les poids respectifs, le reste, pour moi, entre guillemets, n'est pas loin de la manipulation. À part le cas de Cellou Diallo qui est sorti, qui est allé devant la police, qui leur a dit ouvertement, c'est moi que vous venez chercher, je suis là. J'estime que lui les a affrontés, il leur a dit les vérités en face. Sinon, voilà un jeu. Il n'y a qu'en Afrique où, quand on va aux élections, on gagne ou on gagne. Finalement, on oublie que c'est un jeu. Quand il faut qu'un gagne et que les autres perdent, c'est comme ça que ça marche. Voilà. On ne va pas pour gagner. Si on va pour gagner, il faut faire des sondages. Mais même les sondages se trompent parfois. Mais tant qu'on ne fait pas de sondage pour connaître son vrai poids, après, si vous voulez, c'est de bonne guerre. La démocratie est un système dans lequel certains partis perdent les élections. Donc, on définit aussi la démocratie par cette faculté à reconnaître qu'on a perdu les élections. Et je pense que c'est fondamental parce qu'en Afrique, on a surestimé les enjeux. On a donné tellement d'ampleur aux enjeux électoraux que tous les partis politiques y voient leur vie ou leur disparition. Donc, de sorte que les gens ont l'impression que s'ils perdent les élections, c'est comme s'ils perdaient leur vie. Parce que simplement, celui qui gagne les élections a tous les pouvoirs. Et c'est ça le danger de la démocratie en Afrique. On fait de la séparation des pouvoirs, mais ce n'est qu'une séparation fictive. Parce que celui qui gagne les élections en Afrique, il a tous les pouvoirs. Il a pratiquement le pouvoir de vie et de mort sur ceux qui perdent les élections. Il a le pouvoir de décider de où ils vont vivre ou pas. Il peut les envoyer en prison, il peut les envoyer en exil. Donc, il peut les appauvrir, il peut les ruiner. Et donc, on est dans un contexte où le pouvoir est tellement
concentré entre les mains d'un individu que l'enjeu dépasse le cadre politique. Personne n'y voit seulement des enjeux politiques, personne n'y va pour développer son pays, on y va pour avoir le pouvoir. Quelle est la marge de manœuvre de l'opposition si elle rentre dans la légalité, on la sanctionne, si elle rentre dans l'illégalité, là très logiquement, on la sanctionne doublement. Thomas Guessambi. Merci. Fort heureusement qu'il y a eu dans un pays africain comme le Kenya, où des élections ont été reprises par décision de la Cour suprême entre un opposant historique qui était pratiquement à sa dernière cartouche et le président Kenyatta. Donc, il y a aussi en matière de droit ce que les gens ont souvent appelé la reconnaissance d'ingratitude ou quelque chose comme ça. Je veux dire, dès lors qu'on est à la tête d'une institution, il faut à la limite regarder les règles, il faut aussi regarder l'environnement. Je pense que cela a prévalu au Kenya quand ils se sont souvenus de ce que les élections précédentes avaient produit comme dégâts. Il était question pour la Cour suprême de dire le droit et pourquoi pas de reprendre pour faire moins de mal que ce qu'on a vécu. Mais ici, on peut quand même stratifier à un certain moment donné les différents opposants que nous avons en face de nous. Il y a sans doute ceux qui ont quitté le parti au pouvoir parce que sans doute il y a un partage qui ne s'est pas bien passé, donc aux prochaines élections, on doit se présenter contre le candidat du parti. Il y a des opposants historiques qui sont là depuis la création de l'État, mais il y a aussi une frange qu'on ne doit pas oublier, c'est-à-dire cette sorte d'opposants qui ne sont forcément pas candidats, mais qui sont de la société civile, comme Samka au Burkina, comme Moké, comme le Balai citoyen, qui, eux, à un moment donné, ont compris que entre l'opposition d'alors et le parti au pouvoir, c'est juste l'alternative au niveau du sommet de l'État, mais il n'y a vraiment pas de politique qui puisse changer au bénéfice des populations. Donc, est-ce que nous allons regarder ces deux adversaires se passer la balle de ping-pong alors qu'ils ne se soucient pas de leur communauté? Va surgir ces opposants que je vais dire de la société civile. Alors, on reste sur la marge de manœuvre de l'opposition. Bien, pour moi, l'opposition, malheureusement, n'a pas beaucoup mûri. Parce que quand vous regardez, malheureusement, ce sont les mêmes. C'est pour ça que vous en appelez des opposants historiques. Ils n'ont pas mûri. C'est-à-dire qu'ils attendent tous les 5 ans pour découvrir qu'il y a des élections. Alors qu'ils pourraient avoir des projets de société. De telle sorte que même si je suis battu aujourd'hui, ça ne me dit rien. Parce que la cause que moi je défends, je continue de la défendre jusqu'au jour où je puisse avoir le maximum de gens qui pensent comme moi, la vision. Tout est dans la vision. Alors que, comme l'a dit si bien le politologue, chez nous, c'est qui tout double. Si ce n'est pas X, c'est Y. Si ce n'est pas Y, c'est Z. Donc, ça devient des duels, des combats à mort. Et après, on décide ce qu'on veut. Comme la Guinée. Si on avait des causes, si on avait carrément des causes, où il y a un qui dit, moi, ce que je défends le travail. Tant que le maximum de jeunes ne travailleront pas en Côte d'Ivoire, moi, vous pouvez ne même pas me voter, ça ne me regarde pas. Je pense que le débat que nous soulevons là est dangereux pour l'Afrique parce qu'il montre à quel point on est véritablement dans un contexte de recul démocratique. Parce que ce que vous dites est grave. L'opposition n'a aucune marge de manœuvre. Elle n'a aucune marge de manœuvre, ni légale ni illégale. Donc, du coup, en réalité, on a une opposition un peu partout qui est muselée par un pouvoir qui a tous les pouvoirs. Donc, il y a une forme de fatalité parce que lorsque les opposants ne disent rien, on dit, bon, c'est une opposition inexistante, ils n'ont pas d'idées, ils n'ont rien à faire, etc. Quand ils parlent, on les pousse habilement dans les marges de la légalité. Donc, du coup, ils sont obligés de s'appuyer, et c'est peut-être l'autre facette de notre démocratie, ils sont obligés de s'appuyer sur ce qu'ils ont. Ce qu'ils ont, c'est quoi? C'est l'identité. Ils n'ont que des revendications identitaires, ils n'ont que des appuis identitaires. Ils ont des populations qui s'identifient en eux. Donc, du coup, ils s'appuient sur ces populations. Et de l'autre côté aussi,
puisqu'il n'y a pas de débat idéologique, il n'y a pas de débat politique et que tous les programmes se ressemblent ou ne se ressemblent pas parce qu'en réalité, il n'y a pas de vrai programme. Personne ne fait ce qu'il a écrit, personne ne écrit ce qu'il va faire. Donc du coup, on a en face deux personnes ou du moins deux camps ou des différents camps qui s'appuient les uns comme les autres sur leur socle identitaire. Donc on est fatalement livré à l'affrontement. Oui, moi j'ai juste une seconde sur ça. Sur ça par rapport aux Blancs. Les Blancs qui nous ont esclavagisés, eux colonisés, à un moment donné, c'est parce que plus personne ne voulait de ça, que même dans les campagnes, partout, on a créé du sabotage. Je suis d'accord avec lui. On ne laissera pas l'opposition libre, les mains libres, en train de faire ce qu'elle veut. Mais tant que le peuple, lui, acceptera que ça ne peut pas se jouer, comme Thomas l'a dit, entre que deux coins, que la bipolarité, ça va faire son chemin. Parce que pour les Blancs, ça a été plus dur que ce que nous vivons entre nous maintenant. Voilà, ça veut dire que l'opposition a quand même le choix, cette capacité à aller toujours s'appuyer sur le peuple pour montrer que le peuple a droit à mieux que ce qui se passe. Certains attendaient des félicitations venues de l'étranger pour adouber leur victoire. En même temps, on va leur reprocher aux Français toujours de se mêler de la politique francophone en Afrique. Oui. C'est paradoxal. On veut tout et son contraire. C'est normal dans la mesure où ils se sont imposés comme les censeurs de ce que nous faisons. C'est eux qui disent si nous réfléchissons bien, si ce que nous faisons est bien. Et en même temps, nous-mêmes, nous avons fini par comprendre que la vérité n'existe pas, qu'elle se construit. Donc du coup, on essaie de les obliger à construire notre vérité, à s'approprier notre vérité. Ou alors, ils essaient de leur côté aussi de nous imposer leur vérité. Dans tous les cas, on a tous compris à nos dépens, les uns des autres, que la vérité n'existe pas, la vérité politique n'existe pas. C'est chacun qui l'a construit. Et les médias sont là en tant que médiateurs de la société. Ils ont appris aussi à construire la vérité pour les uns comme pour les autres. Alors, monsieur, on va s'intéresser, parce que c'est bientôt la fin de cet entretien. Déjà, à votre avis, quel sera l'avenir politique de ces principaux opposants, Cellou Dalein Diallo en Guinée, ce qui va encore se représenter, Agboyé Mokodjo au Togo, le président Bédié en Côte d'Ivoire, et quid de Laurent Gbagbo, Mamadou Ousmane et Sinou Maro au Niger, John Mahama au Ghana. Quel est l'avenir politique de toutes ces personnalités, même si comparaison n'est pas raison? Bon, pour moi, si je prends la logique de Thomas tout à l'heure, comme il pense toujours que c'est moi ou le chaos, peut-être qu'ils reviendront sans honte. Mais je pense que si aujourd'hui, comme il a dit, on tâtonne, on commence à se donner un vrai projet d'opposition. Et comme on l'a dit, un citoyen n'est pas obligé d'être président pour aider son pays. Si on rentre dans d'autres logiques, où on peut avoir un politologue, on peut avoir des journalistes, on peut avoir d'autres personnes qui disent qu'est-ce qui ne va pas en Afrique, comment on peut tout doucement commencer à s'améliorer en quelque sorte. Mais peut-être que dans quelques années, tous ces gens-là auront disparu parce que 60 ans à faire la même chose sans que ça ne change grand-chose, je ne pense pas que c'est en 2025 qu'on aura mieux à faire avec ça. L'avenir politique de toutes ces personnalités, ces figures de l'opposition? Je pense qu'ils ont un rôle à jouer parce qu'on a un peu l'impression que, tout au moins en Afrique de l'Ouest, on marche actuellement sur les braises. Je crois que des gens gagnent les élections, mais ils ne sont pas sereins. Dans tous les pays, même là où les victoires sont éclatantes, personne n'est serein parce que les tensions sociales sont là, c'est des réalités. Donc je pense que ceux qui ont gagné ne pourront pas gérer tout seuls. Peut-être que ce n'est pas nécessairement avec les figures de proue de l'opposition qu'il faut réorganiser, mais je pense qu'il y a de la réflexion sociale et sociétale à mener avec ces gens-là. Je pense qu'il faut remettre... Un gouvernement d'union nationale, comme on dit? Pas nécessairement, mais il faut quand même réfléchir ensemble et redéfinir le cadre, redéfinir l'horizon et dire, bon, les uns ont gagné ou les autres ont perdu, mais on a tous le même pays, on a tous le même destin, comment on s'organise. Je pense qu'il y a ce débat-là qui mérite d'être fait. Pour moi, les tableaux sont quand même différents. Si nous prenons en Israël, on voit une certaine longévité politique pour les acteurs, même le Premier ministre actuel. Quand nous prenons aux États-Unis, on a des présidents, des septagénaires, des gens qui ont facilement 70 ans, 80 ans, ça n'émeut personne. Quand on va en France, on a un président qui est jeune. Mais ce que tous ces acteurs-là devraient comprendre, c'est qu'avec aujourd'hui la démocratisation des supports de communication, le monde est véritablement un village planétaire. Ce qui se passe à l'autre bout du monde peut aujourd'hui impacter, peut aujourd'hui influencer à un autre bout.
Mais toujours est-il que ce qui reste, c'est l'homme et la volonté. Si je prends l'homme et la volonté, c'est que quand on veut un changement, comme cela se fait dans la plus vieille des démocraties, mais il y a des primaires qu'on organise. Et je pense que quelque part, ça rejoint cette notion de sondage. Il y a des primaires qui nous montrent depuis le début les volontés, et ensuite d'autres volontés qui viennent suivre cette volonté individuelle-là, jusqu'à ce qu'on soit un candidat détaché au bout du compte pour un ensemble qu'on peut appeler un parti politique. Mais quand dans nos partis politiques, tant que le chef n'est pas encore mort, tant que le chef n'a pas encore désigné son successeur, tant que le chef n'a pas encore jeté l'éponge, il faut lui faire la cour avec ses caprices, il faut l'amadouer pour qu'il puisse lâcher du lest, c'est compliqué. Si tant est que les dernières élections en Côte d'Ivoire ont montré que les indépendants ont fait un progrès remarquable. Donc ces indépendants-là, je pense, ont toujours du chemin devant eux et pourront faire tomber les partis classiques comme on l'a vu en France. Donc, quitte sans doute à ces politiciens, non, je ne vais pas dire ces politiciens, ces opposants historiques, quitte à eux de revoir leur stratégie, d'intégrer l'environnement mondial actuel. Et puis, ils se donneront une certaine longévité. Mais s'ils restent dans le carcan, dans le système, dans le classique ancien, il y a de nouvelles forces qui s'élèvent et qui, sans doute, vont faire toute la différence. Vous me faites rebondir sur aussi un cas de figure qu'on a oublié de décrire. Beaucoup des présidents sortants, donc candidats à leur propre succession, étaient contestés leur candidature. On parlait de troisième mandat. En tout cas, certains y voyaient une forme d'illégalité. Et la question s'est posée... En participant à ces élections, est-ce que l'opposition n'a pas justement crédibilisé l'élection et puis la candidature de ces présidents sortants dont ils contestaient même la légalité? C'était un jeu, on l'a vu dans plusieurs pays. Bien, ce que je voulais dire à ce niveau, on a parlé de légitimité, on a parlé de légalité. Si on avait bien expliqué à un peuple et qu'il était d'accord que sa constitution-là, c'est deux ou rien, le problème ne se poserait même pas au niveau de l'opposition. Ça se poserait au niveau du pays en question. Parce que si le pays dit deux ou rien, ça ne sera rien. Même avec le monde entier, ça ne sera rien. Mais si on n'explique pas, nuitamment, chacun met la Constitution en poche pour aller en faire ce qu'il veut. Un matin, on se réveille. L'opposition dit c'est premier de troisième. Il y a un qui dit c'est troisième de premier. Vous voyez que les gens sont un peu perdus. Il y a des cabris morts partout. Donc, ils iront se sacrifier. Mais dans le fond, le problème de base, personne ne l'a compris. Et personne n'arrivera à réagir comme il faut. De l'attitude de l'opposition, est-ce qu'elle a crédibilisé les élections? Avait-elle le choix? Et puis, elle est toujours en train de boycotter les élections intermédiaires, législatives ou autres. Mais à la présidentielle, ils ont du mal à refuser d'y aller. Je pense que ce n'est pas à l'opposition de crédibiliser ou de discréditer des élections. Une fois que les institutions, les organes chargés de l'organisation des élections ont estimé que les candidatures sont retenues et que les élections devraient avoir lieu, je pense que l'opposition a à se soumettre ou à ne pas participer. C'est tout. Mais dans l'un ou l'autre des cas, elle ne crédibilise ni ne discrédite, elle s'abstient ou participe. Et je pense, peut-être pour rebondir une seconde sur ce qu'avait dit Thomas, je crois que les gens restent aussi longtemps aussi parce que c'est très difficile de construire en réalité en Afrique de la légitimité politique. C'est très difficile de se faire un nom, de se faire d'incarner une figure politique en Afrique. Donc, ce qui fait que les gens restent tellement longtemps pour acquérir ce statut. Et quand ils ont fini par l'acquérir, on leur dit, bon, laissez les autres. Allez, c'est la dernière question, monsieur. Le bilan de ces élections de manière générale. Est-ce qu'on a souvent évité le pire? Comparé, je pense à la décennie passée au Ghana, où le président sortant, Mahama, a perdu les élections, au Sénégal, où le président Ouad a fait écrincer les dents, finalement il a été battu, il est parti. Je pense aussi dans un certain nombre de pays, au Libéria, George Weah qui avait tenté de contester après, mais qui est revenu et qui a gagné. Je pense que si on compare ces deux tableaux, on peut dire que ces dernières élections n'ont pas vraiment donné de belles lettres, un joli tableau à la démocratie. Quoique la politique n'est pas le lieu des beaux-arts.
Mais je vais dire, quand on voit les victimes électorales, on voit les victimes pendant les élections et la contestation post-électorale de ce que cela a traîné en Côte d'Ivoire, en Guinée, je sais pas, au Togo, on peut dire que le tableau n'a pas été reluisant. Les derniers mots, c'est la fin de l'émission. Je pense quand même que la politique, malgré sa sauvagerie, a son esthétique. Donc, sans être peut-être sans relever de beaux arts, je crois qu'il y a quand même un minimum à conserver. Ces élections, il faut le dire clairement, ont montré que nous sommes dans une situation une nette situation de recul démocratique en Afrique. Et dans tous les pays, il n'y a pas un seul, la dernière fois on avait parlé du Sénégal, mais on n'est pas rentré en profondeur, il n'y a pas un seul bon exemple à retenir de tout ce qu'on a vu ces dernières années. Voilà. Pour moi, si on veut prendre vraiment la démocratie dans son vrai sens, toutes ces élections ont été des échecs parce qu'une élection, ça doit être 0 mort. Prendre un bulletin, le mettre dans l'urne, rentrer chez soi, attendre le résultat, personne ne doit mourir pour ça. Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment pour tous vos éléments de réponse. Merci à vous de nous avoir suivis. Encore mes meilleurs voeux pour 2021. Et on se quitte sur cette citation. On ne mange jamais autant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse, de Georges Clemenceau. Merci de nous avoir suivis. Mes meilleurs voeux pour 2021 et à la semaine prochaine.